Bonsoir, merci de suivre Prestige TV et bienvenue dans ce nouveau numéro de Médiathèque. Aujourd'hui, nous allons parler de l'usage des réseaux sociaux et puis de l'intelligence artificielle et le journalisme du futur. Et enfin, nous vous montrerons un tips. À présent, intéressons-nous à l'usage des réseaux sociaux parce que vous utilisez tous les réseaux sociaux. Mais savons-nous vraiment ce qu'est un réseau social et comment l'utiliser? C'est ce que nous dira M. Pape Mbaye Cissé. Les réseaux sociaux, comme son nom l'indique, c'est un moyen de communiquer dans un sens beaucoup plus large, d'être en contact avec une communauté, avec une société, comme son nom l'indique. Le réseau social, je dirais que ça serait trop dit, parce que franchement parlant, je n'utilise pas un seul réseau social. Et ça sera un peu difficile de mesurer ou bien de donner une précision sur le réseau social que j'utilise le plus. Mais en tout cas, à ce que je sache, j'utilise souvent Facebook et WhatsApp à la fois. Ce sont les deux réseaux sociaux auxquels j'utilise le plus souvent. Selon mon temps, je crois qu'avec aussi mon travail, je suis beaucoup plus en communication sur WhatsApp avec la majeure partie de mes contacts. Et aussi sur Facebook, la plupart des cas pour suivre le fil d'actualité sur Facebook, parce que c'est un réseau social qui nous permet d'emmagasiner le maximum d'informations en un clic. C'est pourquoi j'utilise souvent WhatsApp pour communiquer, être en contact avec mes amis, partenaires de travail, et aussi sur Facebook pour être au diapason. En tout cas, ce que je sais, en tant qu'informaticien, il n'y a pas de fiabilité à 100% en matière de technologie. Parce que qui n'a jamais entendu dire qu'on a piraté mon compte Facebook, on a piraté mon compte WhatsApp. Bon, l'essentiel, pour ne pas entrer dans le vif du sujet ou bien pour ne pas aborder des questions qui ne sont pas encore d'actualité ou bien qui ne sont pas encore posées, je dirais que je les utilise mais de façon rationnelle. Je ne dirais pas qu'ils sont 100% fiables. Peut-être c'est fiable avec ceux qui ont développé cette application-là, ou bien je dirais l'équipe de Meta qui est devenue Facebook. Mais en tout cas, avec l'utilisateur qui utilise, excusez-moi de la répétition, qui utilise ces réseaux sociaux-là, le conseil que je lui donnerai, c'est d'être prudent, car il n'y a pas de fiabilité ou bien de sécurité à 100%. En tout cas, je me méfie de ça. Facebook, je dirais que ça a changé la vie de tout un chacun. Donc nous sommes obligés d'y passer, car, bon, en tout cas c'est optionnel. On peut ne pas avoir de compte Facebook et vivre sa vie. Mais actuellement, dans le monde où nous sommes, c'est devenu une nécessité, dans la mesure où nous l'utilisons de façon rationnelle. Je pense que c'est un réseau social qui est venu à son temps, parce qu'à l'époque, je crois que l'accès à l'information n'était pas aussi facile que ça. Donc, vraiment, je magnifie son arrivée et aussi les algorithmes qui sont développés derrière cette plateforme ou bien ce réseau social-là. Vraiment, c'est du travail qu'il faut vraiment encourager. C'est la nouvelle coqueluche de Facebook, mais je dirais juste que c'est juste une astuce, hein, un renommage quoi. J'ai une fois suivi l'explication de ce logo-là. Il y a l'infini qui est dans ce logo et aussi le M. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans Facebook, je crois que le groupe Facebook a acheté WhatsApp, Instagram, bon, qui ne se souvient pas de cette grosse panne-là qui a failli bouleverser le monde en un coup, il y a de cela juste un mois.
L'objectif pour moi, c'est d'apporter beaucoup plus d'innovation, surtout sur le plan technologique ou bien sur le plan de la programmation. Il y a des arithmétiques ou bien des techniques de codage qui ont été ajoutées au niveau de Facebook, sur le plan de la sécurité et ainsi de suite. Mais les designers se sont inspirés sur le MO pour y intégrer Facebook, et Instagram, il y a aussi WhatsApp. Parmi ces trois noms-là, il y a une lettre qui a été utilisée par le M-là et l'infini. Je crois qu'en allant dans le net, on aura beaucoup plus d'explications sur ça. En tout cas, mais le nom Facebook, ce qu'il faut retenir, ça reste. Mais c'est l'entreprise elle-même qui a essayé de changer de nom de Meta. Bon, ça peut avoir allusion aux métadonnées, comme on a l'habitude de le dire, mais Facebook, ça reste Facebook, parce que jusqu'à présent, il y a l'icône de F là qui ne change pas. Mais Meta, ça concerne, bon, je dirais à 99% à l'entreprise, mais avec beaucoup plus d'innovation. On ne vantera jamais assez les bienfaits des réseaux sociaux. Savez-vous qu'ils peuvent aussi servir votre prospection commerciale? C'est là tout l'art du social selling. Plus qu'une simple présence sur les réseaux sociaux, c'est surtout la capacité à générer du lead via différents canaux sociaux. Le social selling est un sujet complexe. Ça tombe bien. On prend le temps de vous l'expliquer avec Monsieur Pape Mbaye Cissé. Une question très importante. Hein. Le social selling, comme son nom l'indique, on peut dire social selling ou bien vente sociale, c'est une démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux. C'est tout simplement ça. Hein. C'est une démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, WhatsApp, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qui parle de social selling parle de LinkedIn. Je crois que nous allons y revenir. Bon, on va vous expliquer de quoi il s'agit précisément. En tout cas, c'est cette démarche-là, c'est cette démarche qui permet d'utiliser les réseaux sociaux dans un objectif bien précis. En fait, qui dit social selling dit forcément LinkedIn. Ça, c'est avéré. Je crois que c'est un terme littérairement parlé. Ça signifie link, c'est-à-dire lié. LinkedIn. C'est une plateforme ou bien une vitrine qui lie le propriétaire, le professionnel aux utilisateurs. Bon, je précise bien que selon une enquête qui est basée en 2016 du géant des réseaux sociaux professionnels, les commerciaux utilisent le social selling, qui utilisent le social selling multiplient leurs chances de dépasser leur objectif par 3. C'est une étude qui a été faite en 2016, mais vu l'arrivée de la pandémie, je crois que les chiffres vont changer. Et dans un processus de vente complexe, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la vente B2B. C'est-à-dire le partenaire ou bien celui ou bien la personne qui achète. C'est une façon de vente B2B. Et je crois que le social selling consiste à utiliser les médias sociaux dans ce cas. Dès qu'il y a vente B2B, la majeure partie des personnes qui proposent ou bien des entreprises utilisent le social selling. Et il y a aussi, ainsi que les techniques, inbound marketing. C'est un terme qui est souvent utilisé. Inbound marketing, pour entamer une conversation et générer les leads. Bon, je crois qu'avec le inbound marketing aussi, je peux m'expliquer si vous me le permettez, parce que c'est un terme qui est souvent utilisé lorsqu'on parle de social selling. Le inbound marketing, c'est en effet une stratégie digitale. Et c'est une stratégie digitale qui est mise en place par les entreprises et qui vise à transformer les méthodes de vente. C'est-à-dire, il y a peut-être, je vous donne juste un exemple. Dans une entreprise, souvent on recrute des spécialistes en la matière, en réseaux sociaux, qui vont essayer d'élaborer ou bien de mettre en place une technique qui permettra à la société de mieux vulgariser ou bien de donner une visibilité beaucoup plus large envers la population. C'est dans ce cas-là qu'on parle de inbound marketing. Mon dernier mot,
ça va à l'endroit des utilisateurs de ces réseaux sociaux-là. Juste peut-être pour alerter, pour demander à tous les utilisateurs d'être rationnels et d'être prudents. Ne pas partager des contenus qui sont violents ou bien qui peuvent heurter la sensibilité de la personne. Et surtout d'être très professionnel dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. Car, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, on peut vivre sans les réseaux sociaux. Moi, je connais pas mal d'amis à qui j'ai partagé l'université Alioune Diop de Bambey. Et jusqu'à présent, il n'a jamais eu de compte Facebook. Chaque jour, je lui dis que boy, aduna bi da la dépassé. Mais jusqu'à présent, bon, c'est optionnel. Moi, je ne condamne pas la personne qui décide de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Tant qu'il vit sa vie, ça, je respecte sa décision. Bon, aussi remercier l'équipe de Prestige Thiès de m'avoir accordé cette interview et aussi à vous, Madame Fatima, et vous encourager et de vous souhaiter une bonne continuation et une bonne chance et de la réussite dans vos entreprises. Merci beaucoup. Dans le MTech de ce numéro, nous allons vous parler de l'intelligence artificielle et le journalisme du futur. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Découverte. L'intelligence artificielle, pour donner une définition simple, c'est l'utilisation des machines et l'autonomisation, comme on dit, dans les entreprises, l'utilisation des machines à qui on dote d'une intelligence et qui permet de faire le travail à la place de l'humain, si on peut dire ainsi. En journalisme, quand on parle de l'intelligence artificielle, on fait souvent référence aux machines intelligentes qui apprennent des expériences et qui effectuent des tâches qui habituellement étaient dévolues aux hommes. C'est ça l'intelligence artificielle en journalisme. Non, je ne pense pas qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est dans l'ère de développement des technologies de l'information et de la communication et on est dans cette ère-là où les choses évoluent de plus en plus. Et comme on est arrivé par exemple à l'ère des caméras, des smartphones, de l'ordinateur et autres, c'est cette évolution-là qui continue et qu'on en arrive aujourd'hui à l'intelligence artificielle, à l'utilisation des machines, des robots et autres pour remplacer, ou bien je ne vais même pas utiliser le terme remplacer, pour aider l'homme dans son travail, c'est-à-dire ce que l'homme faisait automatiquement, le répéter, qu'on utilise maintenant les machines pour le faire à leur place. Et je ne pense pas qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle puisque l'intelligence artificielle n'a pas pour but de remplacer l'homme, mais de l'aider à être plus efficace dans son travail. L'intelligence artificielle vient aider le journaliste dans sa tâche au quotidien. Par exemple, il y a certains par exemple, travaux qui étaient effectués dans les rédactions par les journalistes, comme par exemple le décryptage des audios ou bien des vidéos. Et ces tâches-là peuvent aujourd'hui être effectuées par des machines grâce à l'intelligence artificielle. Et cela permet aux journalistes d'avoir beaucoup plus de temps pour effectuer vraiment des tâches qui ont une valeur ajoutée. Par exemple, faire de grands reportages, faire de grandes entrevues, ou bien faire des enquêtes, pratiquer le journal de données, etc., etc. Oui, parce que peut-être ce n'est pas encore arrivé au Sénégal, mais dans certains pays, on remarque qu'il y a des robots journalistes qui commencent à prendre les places de certains journalistes. Par exemple, au Canada, aux États-Unis, il y a certains postes, comme par exemple les postes d'éditeurs qui sont aujourd'hui supprimés au profit de robots. Si on prend en compte cela, on peut dire qu'on peut avoir peur de l'intelligence artificielle. Si on prend
ça de l'autre côté, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle puisque c'est vraiment des outils qui viennent aider le journaliste dans ses tâches au quotidien. Comme on dit, l'autonomisation ou autre, c'est l'utilisation des robots, des machines dans les entreprises. C'est le fait de travailler avec, si on va parler aujourd'hui dans le domaine du journalisme, c'est par exemple d'utiliser une machine qui va à la place du journaliste, par exemple, écrire un reportage, présenter le bulletin météo, entre autres. Donc, c'est ce qu'on appelle autonomisation. L'automation, c'est simplement le fait de piloter une machine à distance de façon automatique. Par exemple, les animateurs peuvent programmer des sons, quand est-ce que le son va augmenter, quand est-ce que le son va baisser. Tout ça est programmé de façon automatique. Puisqu'il s'agit d'automates. Quand on dit automation, c'est des automates qui sont manipulés à distance par des humains. C'est simplement ça. Je ne pense pas qu'il y a rapport parce que c'est deux choses bien distinctes. Maintenant, si on doit chercher un lien entre le journalisme et l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, le journaliste s'adapte aux technologies de l'information et de la communication, comme je l'ai dit tantôt, et que le journaliste, dans son travail, dans son métier, est appelé à utiliser les technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est là qu'on peut trouver le lien dans le fait que l'intelligence artificielle vient appuyer le journaliste dans son travail. Par exemple, aujourd'hui, si on doit passer du temps à écrire, on doit présenter le journal, l'intelligence artificielle, l'utilisation de ces machines ou robots nous permet d'aller plus vite dans notre travail de journaliste. Aujourd'hui, je dois présenter le journal. Je dois réunir des chapeaux, des lancements de gauche et droite et la machine peut m'aider à faire tout cela. Je dois voir des choses dans ma présentation. Il y a quelque chose qui me prenait beaucoup de temps et la machine vient aujourd'hui pour faire ce travail, pour me permettre de gagner beaucoup plus de temps. Donc c'est là qu'il y a le lien entre le journalisme et l'intelligence artificielle. Je pense que de façon générale, le journalisme est lié à la technologie, puisque l'évolution du journalisme est liée à l'évolution technologique. Autrefois, on n'utilisait pas des ordinateurs. Par exemple, ceux qui pratiquaient la presse écrite écrivaient dans des bibliothèques qu'ils envoyaient via Telegram. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, les gens saisissent les textes dans les machines pour ensuite les envoyer. Ça permet aussi de faire des montages vidéo et tout. La photographie est arrivée ensuite. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Pour moi, c'est dans l'évolution normale du journalisme. Parce que le journalisme a tout le temps été lié à l'évolution technologique. Donc l'intelligence artificielle et le journalisme, c'est des liens vraiment naturels. Et c'est normal puisque le journalisme est lié à l'évolution technologique. Je pense que l'information aura toujours son futur et pour ceux qui ont peur, par exemple, que l'intelligence artificielle puisse aujourd'hui faire mourir le journalisme, moi je dis que non. Puisque aujourd'hui, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'homme. Donc il y a un travail journalistique qui se fait que seulement le journaliste qui a été formé à bonne école peut le faire. Il y a des choses aujourd'hui, comme je le dis souvent quand on parle de ce sujet-là. Aujourd'hui, on demande aux journalistes de travailler en mettant en avant l'éthique et la déontologie. L'éthique, c'est quoi? C'est respecter toutes les règles qui régissent le métier de journaliste. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que journaliste? Aller sur le terrain, collecter l'information, traiter l'information avant de diffuser l'information là. Et cela, on le fait en respectant les règles qui régissent le métier de journalisme. C'est-à-dire, on doit respecter les faits, rien que les faits. En tant que journaliste, quand on analyse un sujet, on se doit d'être
objectif, on ne doit pas prendre parti, on est impartial ou autre. Et quand on parle de déontologie, ici on parle de la responsabilité du journaliste. C'est-à-dire, j'ai une information qui est là en face de moi. Avant de diffuser cette information, même si les faits sont avérés, on me demande de convoquer ma conscience, ma responsabilité de journaliste. Est-ce que si je diffuse cette information-là, est-ce que c'est une information d'utilité publique? Est-ce que cette information-là ne peut pas être nuisible à la société? Et en me posant ces questions-là, en tant que journaliste, en tant qu'humain, je choisis par exemple de ne pas diffuser cette information-là. J'ai convoqué ma déontologie. Et aujourd'hui, je me dis que cela, on ne peut pas l'avoir avec l'intelligence artificielle. Cela, on ne peut pas l'avoir avec les machines. Puisqu'il y a des choses, il faut être humain pour les sentir. Aujourd'hui, je suis sur le terrain. Je tombe sur une situation qui demande beaucoup d'émotions dans la diffusion. Et c'est seulement en tant qu'humain, en rendant cette information-là, que je peux toucher le public cible. Il y a des choses, donc cela, la machine ne peut pas le faire. Et c'est là le métier de journaliste. Et comme le dit souvent Albert Londres, quand il s'agit de journalistes, on est doté d'une intelligence qui aujourd'hui ne peut pas arriver avec la machine. On a un esprit de discernement. On arrive à peser le pour et le contre avant de faire quelque chose. Donc là, on ne peut pas, par exemple, la machine ne peut pas faire cela, puisque la machine, quelle que soit l'intelligence qu'il y a avec la machine est contrôlée par les hommes. Aujourd'hui, on va créer des machines, on va les mettre dans les entreprises de presse ou autres, mais pour que ces machines-là fonctionnent, il faut qu'il y ait un homme derrière pour pouvoir les piloter et les faire travailler. Donc, si on prend cet exemple-là, on sait qu'il n'y a pas de menace pour le journalisme du futur, comme on dit, avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Le futur de l'information dépendra forcément de la capacité d'adaptation des médias. Puisque, comme on l'a dit tantôt, nous sommes par exemple à l'ère du numérique, à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Les médias, qu'il s'agisse de la presse écrite, de la radio, de la télévision, des sites en ligne, doivent tous s'adapter vraiment à l'ère du numérique. Leur avenir en dépend. Si les journalistes ne s'adaptent pas, ils disparaîtront tous. Donc l'avenir du journalisme s'écrira avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mon dernier mot, c'est-à-dire peut-être de saluer l'innovation qu'il y a dans ce milieu. L'innovation qui est l'intelligence artificielle, qui en dehors du métier de journaliste aussi apporte beaucoup dans l'évolution, dans la vie quotidienne de tous les jours. Ça nous permet de gagner beaucoup plus de temps, mais aussi ça réduit la charge de travail que nous avons, que ce soit dans n'importe quel domaine aujourd'hui. Et on nous dit que l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, ne va pas remplacer l'homme, mais va aider à créer d'autres emplois. Donc c'est ce qu'on va faire, l'accueillir et maintenant demander aux journalistes, aux acteurs des médias de s'adapter aux technologies qui vont venir. Le métier de journaliste a été toujours ça, une mutation, un métier d'adaptation à tout ce qui arrive. Aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple de la presse écrite, aujourd'hui, on a l'impression que la presse écrite va bientôt disparaître. Les gens n'ont plus le temps d'aller acheter un journal puisque la technologie a tellement avancé qu'on a les informations, qu'on a ce flux, on a les informations en temps réel avec la presse en ligne ou autre. Qu'est-ce que les acteurs de la presse écrite font? Ils s'adaptent en créant des sites pour leurs organes de presse qui leur permettent de s'adapter à l'évolution de la technologie et d'avancer. Donc, il faut inviter tout le monde à aller vers cela. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, on a tendance à avoir ce qu'on appelle GRI, par exemple, journaliste, reporter d'image. Avant, sur le terrain, on avait l'organe de presse qui amenait un caméraman, un journaliste, un preneur de son et tout. Et cela, on l'a aujourd'hui avec une seule personne qui va sur le terrain avec sa caméra, qui filme
qui pose des questions en tant que journaliste, qui revient, rédige son papier et fait le montage lui-même. Donc, on va vers cela et c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Mon dernier mot, c'est un appel que je vais lancer aux médias, aux journalistes, pour leur dire tout simplement qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie. Puisque la technologie, c'est un instrument que le journaliste doit dompter. Et cette technologie-là pourra apporter beaucoup de choses au métier. Donc, on n'a pas à avoir peur de la technologie, mais il suffira simplement de dompter la technologie pour l'utiliser à nos besoins. Merci beaucoup. On va passer à 5 tips. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment supprimer votre compte Instagram. C'est maintenant avec Rahma Sissé. Pour supprimer votre compte Instagram, vous ouvrez votre compte Instagram, puis sur votre profil et cliquez sur l'onglet en haut à droite qui va ouvrir une interface. Cliquez sur Paramètres, puis sur Aide et enfin allez sur Page d'aide. Pour parvenir à supprimer votre compte, cliquez sur Gérer votre compte ou bien vous allez sur la barre de recherche et écrivez Supprimer mon compte Instagram. Puis, cliquez directement sur Suppression de votre compte. À partir de cette étape, 3 choix s'ouvrent à vous. En bas, vous verrez Supprimer votre compte. Mais il vous faut d'abord compléter un formulaire pour expliquer brièvement à Instagram pourquoi vous souhaitez supprimer votre compte. Vous êtes libre de choisir l'option que vous voulez valider. Vous entrez votre mot de passe, puis vous cliquez sur Supprimer. Enfin sur OK et voilà, le tour est joué. C'est un plaisir de partager avec vous ce moment. J'espère que vous avez apprécié ce petit clic technique. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, prenez soin de vous.